Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 287 aujourd'hui. Et avant de vous présenter le sujet de cet épisode, je voulais vous remercier pour vos messages, pour vos encouragements, pour ces échanges que je peux avoir avec vous sur les réseaux, des commentaires qui retombent et qui sont de plus en plus fréquents, avec celui aujourd'hui de Jay qui me dit « bien dans les miennes ». Grâce à Seb et ses intervenants, tout est clarifié et dédramatisé. Il aide tout le monde à se sentir légitime dans la course à pied et m'accompagne à chacune de mes sorties, contenu enrichissant et perspicace. Alors Jay, je te remercie pour ce message et j'espère que je pourrai pendant encore de longues semaines t'accompagner sur tes sorties. Petite question, chers auditeurs, avez-vous déjà senti ce petit craquement suivi d'une douleur vive en posant votre pied sur un terrain parfois instable? Ce petit moment d'inattention, cet instant où vous comprenez que votre cheville vient de tourner et où une question s'impose. Est-ce que c'est grave? Vais-je pouvoir continuer ma séance ou terminer ma course? Alors aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle blessure que beaucoup de coureurs connaissent. Je l'ai moi-même vécu, ce qui a mis un terme à ma brève carrière de trailer, à savoir l'entorse de la cheville. D'une simple foulure à la vraie grave blessure, l'entorse peut vous éloigner du bitume et des sentiers pendant de longues semaines. Alors, comment bien la soigner et surtout, comment éviter les récidives? Pour en parler, j'accueille à nouveau Alexandre Germain, kiné du sport de l'équipe de France de football. Il est enseignant à la clinique du coureur, mais également spécialiste en course à pied et en trail. Ensemble, dans cet épisode, nous allons aborder ce qu'il faut faire et ne pas faire juste après une entorse pour que vous puissiez maximiser la récupération. Comment éviter qu'une entorse mal, voire pas du tout soignée, ne devienne un problème chronique. Aussi, Alex vous présentera les bonnes pratiques pour renforcer vos chevilles et prévenir de ces éventuelles récidives. Entorse de la cheville, soigner, renforcer et prévenir avec Alexandre Germain, que je remercie pour cet échange. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Alexandre, on se retrouve pour une nouvelle capsule avec un kiné expert en course à pied bien évidemment, et je voulais traiter avec toi aujourd'hui de blessures que l'on rencontre peut-être plus dans le trail et dans les courses nature, à savoir l'entorse de la cheville. Donc Alexandre, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. Je te laisse te représenter en quelques mots avant d'aborder cette blessure typique que j'ai rencontrée moi aussi sur un trail il y a quelques années. Merci Seb pour ton accueil, pour ton invitation. Écoute, Alexandre Germain, kiné du sport, évoluant à Lyon, spécialisé en course à pied et dans le football, et enseignant à la clinique du coureur depuis de nombreuses années. Donc, écoute, aujourd'hui on va parler, je crois, de l'entorse de cheville en course à pied. Ça tombe bien, parce que c'est la plupart de mes patients et j'en vois malheureusement régulièrement. Donc, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'il en ressort et de ce qu'il faut y faire. Alors, en tant que footballeur, je pense en avoir connu quelques-unes sans qu'elles ne soient traitées, on va dire, peut-être correctement. Ces chevilles qui se tordent dans la pelouse avec ce passif de footballeur amateur que je peux avoir. Est-ce que c'est des choses qui sont fréquentes dans ton cabinet? Et est-ce qu'une entorse mal soignée, ça peut avoir des conséquences derrière? Déjà, c'est bien que tu fasses le parallèle avec le football, parce que c'est clair que l'entorse, on en rencontre bien évidemment en course à pied, et effectivement beaucoup plus en trail que sur route, parce que c'est un mécanisme d'instabilité. Donc c'est clair, si tu fais un sport collectif avec des notions de contact, l'instabilité, tu risques d'en avoir beaucoup plus qu'en course à pied, sur route, en ligne droite. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est la blessure la plus courante, quasiment tout sport confondu, quoi. Donc c'est une problématique aujourd'hui de santé, l'entorse de cheville, et c'est une double problématique dans le sens où tu parles d'entorse mal soignée, moi je serais tenté de te dire d'entorse pas soignée du tout. C'est-à-dire que les gens se font malheureusement un premier épisode d'entorse, et puis ils laissent passer, et puis voilà, jusqu'à temps qu'ils s'en refassent une nouvelle, et puis c'est quand ils sont à des épisodes chroniques qu'on les voit. Donc déjà, premier conseil,
Il n'y a pas de grosses enfin, il y a des petites ou des grosses entorses, mais quelle qu'elle soit, il faut être amené à consulter. Parce qu'une entorse pas soignée, c'est une entorse qui risque de laisser des séquelles et qui risque d'augmenter sensiblement le risque de récidive. Donc, si vous voulez que on reset un peu tout cela, eh bien, ça nécessitera, même si l'entorse bénigne, ça nécessitera peut-être que quelques séances, mais ces quelques séances seront vraiment très bénéfiques pour la suite, pour justement resetter toutes les séquelles possibles. Donc, allez consulter s'il vous plaît, même si l'entorse vous paraît bénigne, allez consulter de telle sorte à ce que vous soyez pris en charge de la meilleure manière possible et que celle-ci ne traîne pas tout le reste de votre pratique sportive. Parce que malheureusement, il y en a aujourd'hui qui se retrouvent avec des entorses, avec des chevilles qui sont fragilisées et sur lesquelles on fera au mieux, mais quand il y a des séquelles, il y a des séquelles. Et il y a des choses qui sont inéluctables malheureusement. Est-ce que l'on peut rappeler, Alex, les différentes fonctions de la cheville dans le mécanisme de foulée pour le coureur à pied? Le pied et la cheville, c'est l'élément essentiel, hein. C'est c'est la première interface avec le sol, c'est ce qui transmet les forces, donc c'est un élément qui est capital. Donc d'avoir un pied fort, une cheville stable, c'est un élément très très important. Donc il faut que ça soit fort, c'est clair, pour bien propulser, mais aussi il faut que ça soit stable pour bien générer les forces. Donc c'est un élément qui pour moi est capital. Capital. Donc ça se travaille. Avec différentes fonctions, c'est-à-dire que on peut avoir des entorses qui vont être sur la face interne, sur la face externe, avec des malléoles qui vont subir justement ces torsions. Est-ce qu'on a quand même la possibilité de renforcer ces chevilles avant qu'on détaille un petit peu les différents stades et grades des entorses que l'on peut rencontrer? C'est pas obligatoirement l'entorse, c'est pas obligatoirement en lien avec une problématique de force. L'entorse, elle est liée surtout à un moment donné à un mouvement excessif dans une instabilité. Et généralement, moi, le retour et l'expérience que je peux en avoir, c'est que un peu comme pour tout, on se fait jamais une entorse de manière anodine. Sauf si bien sûr t'es sur le terrain et tu joues au foot et que t'as le pied au sol et que le gars vient te tacler et vient te faire tordre la cheville, mais de manière non contrôlée, c'est pas de ta faute, quoi. Tu y es pour rien, donc ça, de toute façon, tu peux pas faire autrement. Mais malheureusement, enfin, dans la plupart des cas, l'entorse se fait seule. Et si elle se fait seule, on pourrait partir d'un principe que c'est sûrement lié à un manque de vigilance. Et ce manque de vigilance, il est lié à quoi? Sûrement à une fatigabilité trop importante, ce qui fait que ma prise d'information est moins bonne, elle est moins bien analysée, et donc du coup mon contrôle moteur est moins bon aussi. Donc on en revient encore une fois, comme pour la plupart des pathologies, c'est dans la grande majorité des cas, c'est une gestion de ta charge et de ta fatigabilité. Et souvent, quand tu regardes bien, quand tu te fais une entorse de cheville, sur un trail, ce sera plutôt en fin de trail, quand tu commences à être bien cramé, que tu es plus vigilant, euh, ou une séance où tu y vas, mais t'es complètement cuit. Voilà, quand il y a vraiment des notions où t'es pas dedans, quoi. Tu y es pas, quoi. Donc, il faudrait faire en sorte que on soit à chaque fois au top, ou du moins avec une fatigue minimum, pour pouvoir avoir une vigilance accrue, et avec une vigilance accrue, de pouvoir potentiellement éviter ces entorses. Avec cette période de l'automne, il faut être vigilant avec les feuilles, avec le revêtement, parce qu'un trou, c'est vite également arrivé. C'est aussi, tu l'as dit, un système central de vigilance. Et pour ma part, l'entorse que j'ai pu avoir sur un trail, c'était après une grosse montée. Habitant du côté d'Orléans, comme tu as pu le découvrir quand tu es venu l'année dernière, c'est un terrain relativement plat. J'arrivais, moi, sur un terrain relativement escarpé en Corrèze, absolument pas habitué à ce type de revêtement. Et là, le pied a vrillé. Donc, c'est un manque d'inattention, mais aussi une mauvaise expérience parce que je n'ai pas cette habitude de parcourir les pierres, le dénivelé. C'est aussi peut-être un facteur qui explique bon nombre d'entorses. Oui, c'est clair. Après, c'est clair que plus ton terrain va être instable, je te disais, c'est un problème de stabilité. Donc, si tu es sur un terrain instable, obligatoirement, le risque que tu majores le risque de t'en faire une. Si en plus de ça, ça se fait suite à une montée où tu t'es mis un peu dans le rouge, où tu es un peu dans le dur et que ta vigilance est moins bonne, terrain instable plus manque de vigilance, là, voilà, tu augmentes ta probabilité de pouvoir t'en faire une. Ça veut pas dire que tu vas t'en faire une.
Maintenant, il y a plein d'autres choses qui peuvent influencer l'entorse. Et je pense comme ça à la chaussure, par exemple, où aujourd'hui on est sur des chaussures qui sont de plus en plus épaisses, de plus en plus grosses, soi-disant pour mieux amortir les contraintes, soi-disant. Mais le problème, c'est que plus tu montes en épaisseur, plus tu crées de l'instabilité au niveau de ton pied. Et donc, c'est pour ça que certaines marques ont fait en sorte d'épaissir et d'élargir un peu pour remettre une béquille sur la béquille et faire en sorte que donc, plus ton pied est près du sol, moins tu majores l'instabilité. Donc la chaussure, attention au choix de vos chaussures parce qu'elles peuvent influencer de manière positive et négative une potentielle apparition d'entorse. Au niveau de ces différentes entorses, il en existe avec des grades et une gravité en fonction du niveau de lésion au niveau de la cheville. Est-ce qu'on peut les nommer entre une entorse bénigne et une entorse très grave? Quels sont les différents stades? En gros, concrètement, tu vas avoir, ce qu'on pourrait assimiler avant à l'entorse bénigne, c'est-à-dire que tu vas avoir un simple étirement de ton ligament. C'est-à-dire il va être étiré au-delà de ses capacités élastiques, ce qui fait que ça va créer une irritation. Mais il n'y a pas de rupture de fibre ligamentaire. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'entorse bénigne. Et puis après, quand ça va au-delà, il va y avoir une rupture de fibre ligamentaire. Et c'est on va dire le pourcentage de ce fibre, de ces ruptures ligamentaires qui va faire que tu as une entorse moyenne d'une entorse grave. Si tu as, je sais pas moi, euh, un tiers de ton ligament qui est rompu, on peut dire que c'est une entorse modérée, et puis plus la rupture est importante, plus l'entorse est grave, et puis quand la rupture est totale, là c'est que l'entorse est très grave. Mais après, voilà, il faut savoir que si on prend l'entorse classique de la cheville sur le compartiment antéro-externe, tu as quand même plusieurs ligaments. Et après, la gravité de l'entorse va se faire par le nombre de ligaments qui sont touchés et du nombre de ligaments qui sont rompus. Et c'est clair que si tous tes ligaments, ou 2 sur 3 sont rompus, du coup, ils n'assurent plus de retenue au niveau de ta cheville. Et donc, du coup, c'est ce qui crée déjà à la base une cheville qui sera instable. Parce que la stabilité de ta cheville, de toute articulation, elle est liée à deux choses essentielles. Elle est liée à l'enveloppe et surtout les ligaments qui maintiennent les deux os. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une stabilité passive. Et puis après, il y a la stabilité active qui est liée au contrôle des muscles et des tendons. Donc si déjà tu déséquilibres cette stabilité articulaire par le fait que tu as des ligaments qui font plus le job, il y a de bonnes probabilités que le muscle et le tendon puisse compenser jusqu'à un certain stade, mais puisse ne pas tout compenser. Ce qui fait que si tu as des fortes, des ruptures plus ou moins importantes, il est important de voir, déjà de la traiter, et de voir comment la traiter. Des fois, ça peut se faire par un traitement fonctionnel, tout simplement, où on immobilise ponctuellement la zone, de telle sorte à ce qu'on laisse le ligament la potentialité de pouvoir cicatriser, et en cicatrisant, de pouvoir re-remplir son rôle de stabilisateur passif de l'articulation, et où parfois il peut arriver que la rupture est telle et que le traitement fonctionnel ne portera pas ses fruits, qu'on arrive à l'opération. Mais c'est quand même rare qu'on puisse arriver à une opération. Dans un premier temps, on passe par un traitement fonctionnel, mais qui va passer par une phase de cicatrisation et une phase plus ou moins forte d'immobilisation de cette cheville. Au niveau du traitement, juste après la survenue d'une entorse, c'est le peace and love qui va se mettre en place pour traiter et faire les bonnes choses au bon moment, c'est-à-dire juste après l'arrivée d'une blessure. Exactement. Donc il y a deux phases, en fait. Il y a la phase aiguë, la phase cicatricielle, la phase inflammatoire, qui est l'équivalent du PIS. Le PIS, pour rappel, c'est quoi? C'est un acronyme. Le Peace and Love, c'est un acronyme. Et dans cet acronyme, il y a le PIS, qui correspond à la phase aiguë. Le PIS avec chaque lettre qui a une signification. Le P pour protection. Donc il faut protéger la zone. Protéger la zone, ça peut se faire sous forme de compression, sous forme de strap, d'immobilisation. Le E pour Élévation. Élévation, je perds mes mots. Élévation pour quelle raison? Tout simplement parce que vous risquez d'avoir un œdème qui fait suite à cette entorse, et l'élévation va favoriser la résorption de cet œdème. Le A pour pas d'anti-inflammatoire, parce que dans la phase aiguë, vous avez une inflammation qui est nécessaire pour mettre en place une bonne cicatrisation. Le C pour compression, c'est en lien avec la protection.
Et le E pour éducation. Éduquer son patient sur le fait que là, il faut se mettre en phase de repos de la zone, et que ça soit le repos quand ils sont, même dans leur vie de tous les jours, il faut faire en sorte que la zone ne soit pas douloureuse dans la fonction. C'est-à-dire que si quand je marche sur certains mouvements, j'ai mal, il va falloir que je trouve avec ma compression et avec la protection, à savoir un strap, n'importe quel type d'immobilisation, qui va faire que je peux bouger, mais je dois bouger sans douleur, sans éléments qui vont majorer les douleurs ou les entretenir. Donc ça, c'est important, et je serais même tenté de vous dire que dans cette mise en place de cette compression ou de ce strap, par exemple, plus tôt il est mis, mieux c'est. Et je dirais même que si vous voulez vraiment avoir un gain de temps, ça c'est l'expérience qui me fait dire cela, c'est que il devrait être mis, vous devriez préparer votre bande avant d'enlever votre chaussure et votre chaussette. Parce que je ne sais pas si vous avez été confronté les entorses, mais si vous l'avez été et quand elles sont plus ou moins graves, quand vous enlevez votre chaussette, qu'est-ce qui se passe? Ça se met à gonfler, vous le voyez gonfler à vue d'œil. Et bien là, en fait, quand vous la voyez gonfler, bah, l'œdème s'installe, bien évidemment, mais vous êtes en train de perdre des jours et des semaines. Parce que bah, il va falloir après lutter contre cet œdème, il va falloir le résorber cet œdème. La lésion, elle est là. L'inflammation, elle sera là, la cicatrisation, elle sera là. Mais les conséquences de ce traumatisme via l'œdème, et l'œdème, bah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la pression, il entretient la douleur, donc il diminue, il altère encore un peu plus la fonction. Donc si on veut vraiment gagner du temps, un conseil, si vous avez l'occasion de le faire, eh bien préparez votre bande et quand vous enlevez votre chaussette, vous comprimez de suite. Vous aurez pas vous allez limiter déjà à minima les conséquences que sont l'œdème, la pression et la douleur, et donc vous allez améliorer la fonction. Ça n'empêchera pas que la lésion elle est là et qu'il va falloir qu'elle cicatrise, mais vous gagnez du temps pour la suite. Ça c'est certain. On peut se faire un strap soi-même ou là on fait Oui. appel quand même à un professionnel? L'idée, c'est comme l'idée déjà, c'est de comprimer. Donc, vous le faites avec n'importe quel type de bande. L'idée, c'est de le faire avec des bandes qui sont adhésives, enfin qui sont auto-adhésives, élastiques auto-adhésives. C'est des Coplus, des Tenso Plus, choses comme ça. C'est des bandes qui n'ont pas de colle dessus. Parce que si vous venez coller sur la peau, quand vous allez enlever la bande, vous allez recréer un traumatisme sur le tissu qui risque de réaviver un peu les choses. Donc, plutôt une bande qui est auto-adhésive mais non collante. Donc ça, c'est l'idéal. Et après, effectivement, euh, l'idée, c'est de pouvoir faire poser un strap par un professionnel, parce que la problématique de la cheville, c'est que d'une cheville à une autre, chaque patient va réagir de manière différente, et peut-être que certains auront mal dans certains mouvements plus que d'autres, d'autres auront mal dans d'autres mouvements, et un strap, c'est pas un strap de cheville, c'est pas un strap de cheville. C'est-à-dire que j'ai pas 10 chevilles et je vais pas les strapper 10 fois de la même manière. Un strap, c'est sur mesure. Il y a un peu une part artistique dans tout cela, enfin une part artistique qui nécessite quand même des connaissances biomécaniques, anatomiques, mais j'ai une problématique, j'ai mal dans ce mouvement-là, je dois limiter ce mouvement-là, donc je vais faire un strap qui a pour but de limiter ce mouvement-là. Donc c'est du sur-mesure, quoi qu'il en soit. Donc oui, il est quand même conseillé de faire un strap par un professionnel. Tu signes ton strap quand tu le poses? Signé Alex? Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, par rapport à cette protection, est-ce que l'usage de béquilles ou d'attelles va être obligatoire ou est-ce que tu incites peut-être tes patients à les lâcher assez rapidement? Ça va dépendre de la blessure et de la gravité de l'entorse, mais dans l'utilisation de ces outils qui peuvent permettre de faciliter la marche. La béquille, si on en est à mettre la béquille, c'est que ça implique que la mise en charge est douloureuse. Et dans l'entorse, oui, la mise en charge peut être un peu douloureuse, mais c'est surtout le déroulé du pied qui va être douloureux. C'est la mise en tension du ligament qui va être douloureuse. Et le ligament lui-même, quand j'ai le pied en appui au sol sans bouger, la mise en charge ne doit pas évidemment faire mal, parce que le ligament est pas mis en tension. Donc, si la mise en charge est douloureuse, déjà, ça doit nous laisser peut-être supposer, j'ai bien supposé, une potentielle fracture associée ou un problème cartilagineux. Donc auquel cas, si j'ai mal à la mise en charge, première des choses, c'est d'aller passer une radio pour exclure une potentielle fracture. Parce qu'on peut avoir des fractures suite à l'entorse de cheville, il faut le savoir. Donc il y a des critères pour cela qui nous font dire, en fonction de certaines zones douloureuses, et en l'occurrence, en plus de ces zones douloureuses, le fait d'avoir mal en charge, allons passer une radio pour exclure toute fracture. Parce que s'il y a fracture, obligatoirement, ça va nécessiter une prise en charge légèrement différente. Donc la nécessité des béquilles, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. S'il y a béquille, c'est que potentiellement il y a fracture. Ou alors, c'est que on pourrait utiliser les béquilles mais de manière très ponctuelle pour
décharger ponctuellement la marche et de faire en sorte que celle-ci ne soit beaucoup moins douloureuse que si j'en avais pas. Après, les attelles, typiques, c'est la Aircast qui peut être la plus utilisée. Honnêtement, de vous à moi, bah, elle va être là pour stabiliser latéralement vos mouvements, mais votre ligament, il ne travaille pas que dans la latéralité, il travaille aussi d'avant en arrière et elle va prendre la place dans votre chaussure et pour la plupart du temps, elle est plus gênante qu'autre chose. C'est pour ça que moi, si j'ai le choix entre mettre une attelle, alors c'est clair que c'est toujours un peu embêtant parce que l'attelle, bah, tu l'as chez toi, c'est simple, tu la mets puis tu pars avec. L'idéal, ça serait d'avoir une contention, que ça soit juste une compression ou associé à un strap sur mesure, mais ça implique que je dois le refaire assez régulièrement. Mais pour moi, c'est bien plus efficace à court terme et sur les conséquences derrière. Alors après ce protocole Peace, il y a le Love. Qu'est-ce Oui. qu'il implique? Quelles sont ses caractéristiques derrière chacune des lettres? Eh bien, ça implique que là, on va de nouveau, cette fois-ci, une fois que la phase, l'amorce cicatricielle a été faite de par la phase inflammatoire, il va falloir stimuler le tissu, et là, en l'occurrence, le ligament, mais il va falloir aussi stimuler tout le reste, hein, les muscles, les tendons. Et donc, il va falloir remettre de l'exercice. Donc, le L de Love, c'est pour load, remettre de la charge, réappliquer des charges progressives sur la zone. Le O, c'est de l'optimisme. Donc c'est pour ça que il faut que le patient reste optimiste dans sa prise en charge et dans son évolution et dans son cadre biopsychosocial aussi. Quelqu'un qui est un peu dans le dur dans sa vie biopsychosociale, c'est clair, ça peut avoir un impact plus ou moins négatif dans son évolution. Mais dans cet optimisme, il faut pas que ça soit que c'est pas en lien qu'avec le patient, hein. Il faut que nous, thérapeutes, on soit optimistes. Et il faut pas qu'on soit, qu'on aggrave les choses. Oh là là, mais mon petit monsieur, vous êtes fait une, oh là, vous avez une entorse grave. Oh là 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 là. Non, vous avez une entorse, ok, bah c'est bon. Si on la prend en charge comme il faut, ça va récupérer. Vous allez revenir à ce que vous faisiez avant. Il faut rester très positif dans ce qu'on fait. Le V pour vascularisation. Donc, quand on peut pas, il faut entretenir absolument une activité physique cardiovasculaire en parallèle, parce qu'on sait que cette activité cardiovasculaire en parallèle va être bénéfique pour la bonne cicatrisation et la bonne évolution de son patient. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que c'est un peu de l'engrais que tu mets sur ton gazon. L'engrais bio, bien évidemment, mais si tu mets de l'engrais bio sur ton gazon, eh bien, il a une probabilité de pousser peut-être un peu plus vert, un peu plus dru, un peu plus beau. Eh bien, la vascularisation va avoir cet effet un peu amplificateur, bonificateur de ta récupération. Et puis le E, c'est pour exercice. Donc, c'est la mise en place d'exercices sur lesquels on va pouvoir mettre de la charge justement pour progresser. Bien intégrer le fait que l'entorse, ça touche le plan ligamentaire, mais ça peut aussi avoir plein d'incidences, d'où le fait qu'il faut absolument être traité par un professionnel de santé, parce que ça peut avoir un impact sur vos muscles qui stabilisent cette cheville, et un traumatisme type entorse, ça peut avoir des effets d'inhibition sur certains muscles. C'est-à-dire que le corps a été agressé, il met un stop sur la commande de certains muscles. Et le problème, c'est que ça, si on n'agit pas dessus, cette commande, elle peut être altérée, et elle peut rester altérée plus ou moins de manière forte à moyen et long terme. Et ça peut être aussi une source de potentielle rechute au niveau de la cheville. Donc il ne faut pas voir que le ligament, on a aussi un rôle de réactivation de certains muscles pour justement faire en sorte qu'on retrouve les qualités antérieures à avant l'entorse. Et que malheureusement, la nature, elle est quoi qu'il en soit, la nature est bien faite, dans le sens où si je ne fais rien, mon ligament, quoi qu'il en soit, et si je l'immobilise, il va ni plus ni moins cicatriser. Donc c'est bien, donc il va retrouver peut-être sa potentielle fonction d'avant. Mais si j'ai pas travaillé sur les muscles qui, eux, sont restés inhibés, eh bien je me retrouve avec une cheville qui est plus fragile que ce qu'elle n'était avant, et je m'expose à des problématiques. Et aujourd'hui, on a quand même des notions sur le fait que ça peut remonter très très haut. Ça peut avoir des incidences sur des muscles, les ischio-jambiers, ça peut les inhiber, ils peuvent perdre de la force sur les moyens fessiers. Donc même au niveau de la hanche, on peut avoir des muscles qui sont moins activés du fait de l'entorse de cheville. Donc ça implique du travail, vous voyez, c'est pas rien tout ça. Donc le rôle du professionnel, il est vraiment important pour remettre les fusibles dans la boîte à fusibles de telle sorte à ce que le courant puisse refonctionner et refonctionne bien. Parce que si on laisse les fusibles en l'état, eh bien, on laisse une cheville fragilisée et source de problèmes à terme. Quel type d'exercice tu vas pouvoir proposer pour une stabilisation de cette cheville? On est sur de la proprioception, on est sur ce travail sur le bosu où on va créer de l'instabilité, ou sur son matelas, hein, si on veut pas forcément investir des grosses sommes d'argent pour sa rééducation. Comment ça se passe? Comment on va pouvoir rééduquer cette cheville et apporter une meilleure stabilisation? Alors,
Déjà, la première des choses, on parle de proprioception. Proprioception, c'est une phase, enfin, ça implique qu'il faut qu'on ait une bonne sensibilité, on ait une bonne remontée d'informations au niveau du cerveau pour que lui puisse bien les interpréter et puis pour derrière, engendrer une bonne commande motrice. Donc moi, c'est ce que j'appellerais, ce qu'on appelle plutôt de la reprogrammation neurosensitivo-motrice. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir un bon contrôle moteur si j'ai pas un bon contrôle sensitif. Et le problème, c'est que l'entorse a l'influence ce contrôle sensitif. Parce que les récepteurs sont endommagés et donc il va falloir faire en sorte de restimuler tout cela pour que l'information qui émane de la cheville soit bonne et puisse être bien traitée pour avoir derrière un bon contrôle. Une fois que cette sensation elle est revenue en l'état, et en l'occurrence, elle est perturbée, cette sensation, par la douleur. Et à partir du moment où j'ai une douleur, ben donc il va falloir que déjà dans un premier temps, je fasse en sorte que je diminue mon niveau de douleur. Donc je fasse en sorte que la cicatrisation se fasse bien et se fasse en gérant ce côté douleur. Parce que si j'ai mal, l'information qui remonte est négative et le cerveau va traiter ça comme quoi ma commande motrice, je ne peux pas l'optimiser et donc potentiellement endormir le muscle. Donc déjà faire en sorte de bien manager cette douleur et cette cicatrisation. Et puis après, ça va être de réactiver les bons muscles qui sont en lien avec la stabilité de la cheville. Ça ne veut pas dire renforcer, parce que c'est pas un problème de force, c'est un problème de commande motrice. Ça va être de venir par différentes techniques les réactiver pour que justement le cerveau puisse de nouveau bien les contrôler. Et à partir de là, à partir du moment où ils sont bien réactivés, que l'information est bonne, qu'elle est bien traitée, que la commande est bonne, eh bien, vous récupérez une cheville qui sera stable. Alors après, ça peut se faire par différents exercices de stabilité, d'instabilité. Et l'instabilité, on peut la générer de différentes manières, avec des éléments instables sous le pied ou en déstabilisant le haut du corps. Après ça, c'est propre à chacun. Euh, mais moi, je pourrais te donner un exemple. Encore une fois, en course à pied, moi, j'aime bien à la fin les tendre vers ce qu'ils aillent courir vers des terrains instables, justement pour aller chercher cette instabilité, pour qu'ils puissent être en mesure de répondre à cette instabilité. Mais pour que je puisse les envoyer vers cela, il faut que je sois passé par des étapes intermédiaires. Et il faut aussi que quand j'y vais, il faut que ma cheville ne me fasse plus mal. Parce que si elle me fait mal, l'information n'est pas bonne. Donc la commande n'est pas bonne. Donc déjà, ça c'est un point important. Et puis après, il faut que j'ai la certitude que mes muscles soient bien activés. Et c'est en étant bien activés que c'est en les sollicitant qu'ils vont retrouver leur potentielle efficacité et que du coup, ils vont être en mesure de pouvoir répondre efficacement à une instabilité potentielle. Et le top du top, les dernières séances que je peux leur faire, c'est d'aller courir sur du chemin instable à la pénombre là. C'est où tu vois mais tu vois pas. Donc de telle sorte à ce que tu sois vraiment sur une réaction de ta cheville et qui soit minorée par l'efficacité de tes yeux. Parce que la problématique sur ça, c'est que tu vas après beaucoup prendre d'informations visuelles pour pouvoir adapter le contrôle de ta cheville. Alors qu'en fait, c'est une répartition entre les deux, entre les informations qui montent de ta cheville, tu contrôles ta cheville, plus ton système visuel qui prend l'information, qui va envoyer les informations. Et là, la problématique, c'est que tu risques de majorer l'information visuelle pour contrôler le bas et de plus être assez en lien avec l'information de ta cheville. Donc le fait d'aller travailler avec une visibilité réduite, voire enlever le système visuel, va faire que tu vas optimiser le traitement de l'information au niveau de ta cheville pour mieux la contrôler. Donc en fait, c'est du jeu en fonction de tous ces éléments-là. Mais attention, tu me disais tout à l'heure, travailler sur un bosu, ça me va, si tu veux. Moi, je le fais quasiment plus aujourd'hui. Mais si tu fais travailler sur un bosu et que en parallèle, donc tu crées de l'instabilité, c'est très bien. Mais que cette instabilité, tu cherches à la, à l'améliorer en prenant de l'information tout au niveau visuel, bah en fait, tu fais que renforcer un problème, quoi. Tu majores un problème. Donc, oui, le faire, mais en parallèle, pourquoi ne pas aussi travailler sur un plan stable, sur ton sol, les yeux fermés? Donc, c'est un mix un peu de tout ça pour reprogrammer en fait cet ensemble. Et on parle de reprogrammation neuro-sensitivo-motrice. Mais le terrain de jeu, comme tu l'évoquais, d'aller sur un peu plus d'instabilité, ça rejoint une remarque de mon épouse qui me dit à courir sur ta piste, à courir sur le bitume tout droit, c'est pas là où tu vas stabiliser. Donc là, il faut que je suive ses conseils. Bah, c'est comme tout, si tu veux. Encore une fois, c'est lié à du changement, c'est lié à l'adaptation. Tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu es et que si tu es pas confronté à d'autres types d'environnement, c'est clair que c'est pas grave en soi. Mais si tu es amené à y aller un jour, il faut t'y confronter, quoi qu'il en soit. Et il faut t'y confronter de manière progressive. Va pas courir en descente dans un pierrier, quoi.
parce que là, instabilité, descente, ça va mal se passer. Donc il faut commencer par du terrain, du petit chemin légèrement instable, et puis en fonction, voilà, exposer de manière progressive. Mais ton corps, il a besoin aussi d'avoir de l'information pour pouvoir mieux la traiter et mieux l'optimiser. Et si tu lui amènes pas l'information, tu lui amènes pas la sollicitation, il va traiter quoi? Il va rien traiter du tout. Donc oui, il faut y aller. Il faut rien s'interdire. Est-ce que ce facteur de peur, notamment en descente, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis incapable de me jeter à tombeau ouvert dans une descente, est-ce que ça fait partie de ce protocole de réactivation, de réadaptation que tu utilises avec les patients que tu accompagnes? La descente fait partie des choses sur lesquelles je réexpose mon coureur. Maintenant, tout dépend à quoi il est confronté. Si c'est un marathonien qui court sur route, je ne vais pas le en descente, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Maintenant, si c'est un trailer, effectivement, et qui a besoin de descente et de stabilité en descente, je vais les réexposer progressivement à ça. Donc, j'utiliserai peut-être la route pour le faire. Je commencerai par des routes avec des dénivelés un peu moins importants, puis je vais augmenter le dénivelé pour mettre un peu plus de vitesse avec de la stabilité. Et puis après, je pourrais mixer avec des descentes plutôt douces, mais avec de l'instabilité, pour tendre à terme vers des descentes avec beaucoup de dénivelé et de l'instabilité. Et ça, on va le faire au fur et à mesure en fonction de lui, ses sensations, de ses douleurs, de ses appréhensions. Et puis on va doser les choses. Mais s'il est amené à descendre vite dans un terrain instable, il va falloir qu'on soit réamené à le confronter. Ça, c'est clair. On va peut-être pas y aller de but en blanc. On va y aller progressivement. L'utilité, Alexandre, d'une chevillère pour des coureurs qui auraient eu une entorse. Est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'on la laisse au placard ou chez le pharmacien? Alors déjà, faut savoir que si ta cheville, que tu une chevillère ou pas, si ta cheville elle doit partir, elle partira, hein. Donc faut pas mettre la chevillère dans l'idée de dire c'est ce qui va faire que ma cheville va pas se tordre. Donc d'un point de vue mécanique pur et dur, aucun intérêt. Est-ce que je le conseille? Non. Non, pour la simple et bonne raison que ton corps, il a tout ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir répondre aux problématiques. Donc, il faut pas utiliser la chevillère pour vouloir compenser quelque chose que je peux faire. Au contraire, il faut l'enlever et faire en sorte de travailler ce que je dois récupérer. Donc, j'en vois pas l'utilité. Après, il y en a toujours certains qui vont dire ouais, mais quand je la mets, ça me rassure, tout ça. Ok, mais dans ce cas-là, tu la mets pas pour la même raison. Si ça peut te rassurer et que ça peut te permettre de passer un cap, que tu as besoin de ça, ok. Mais on ne doit pas leur faire mettre ou ils ne doivent pas la mettre en pensant que ça va éviter que la cheville se torde. Ça leur fait du bien à la tête? Si on peut pas faire autrement, fais-le. Mais si on peut faire autrement, on va l'enlever et c'est pas pour autant que ta cheville sera pas plus efficace. Alex, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ce protocole Peace and Love dans le traitement des entorses pour être synthétique en cette fin d'épisode avec les auditeurs? Eh bien écoute, si vous êtes fait une entorse de cheville en aigu, observez une phase de repos de votre cheville, avec des éléments qui sont essentiels. Ne pas prendre d'anti-inflammatoires, car ça nuit à la cicatrisation. Prenez des antalgiques si vous avez mal. Comprimez via des bandes non adhésives. Limitez le mouvement de votre articulation via la mise en place d'un strapping fait par un professionnel. Et voilà pour ce qui est de la phase aiguë. Et puis une fois cette phase aiguë passée, eh bien confrontez votre cheville à des exercices qui auront pour but de remettre des contraintes progressives avec de l'exercice et avec pour objectif de retrouver une bonne sensibilité de votre cheville et un bon contrôle moteur avec une bonne activation de vos muscles. Et cette activation de vos muscles peut aller des muscles de la cheville, mais peut remonter aussi sur des muscles de la cuisse et de la hanche. Donc ne négligez pas votre entorse de cheville. Il faut aller consulter pour éviter des problèmes secondaires à moyen ou à long terme. On ne néglige pas une cheville, même si c'est un petit épisode. Vaut mieux les consulter et n'avoir que pour quelques jours que de traîner ça à vie. Encore merci Alex pour ces précieux conseils autour de cette cheville articulation que l'on met parfois en souffrance. Donc merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Merci Seb, à bientôt. Et pour les auditeurs, je vous retrouve très rapidement, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.